Bonjour à tous, bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast d'investissement le plus régulier. Tous les lundis matins à 8 heures, on vous parle de bourse, de finance et de business, toujours accompagné d'un bon café. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Comment vas-tu? Eh bien écoute Jean, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Bah écoute, moi aussi ça va très bien. Et vous, chers auditeurs, comment allez-vous? Alors, avant de plonger dans le sujet du jour, un petit rappel, vous pouvez nous écouter sur Fountain App, la meilleure application pour écouter vos podcasts. Vous gagnerez du Bitcoin simplement en nous écoutant. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi nous en envoyer en retour. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de podcast classiques. Donc, laissez-nous des avis et des notes 5 étoiles, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça nous aide énormément. Ainsi que sur YouTube, bien évidemment, il y aura la vidéo en plus. Abonnez-vous à la chaîne Le Caf Rentable et à la page Instagram Le Caf Rentable. N'oubliez pas de vous abonner aussi à nos chaînes YouTube respectives, J'invest et EcoInvest pour ne rien rater de nos contenus toutes les semaines, eux aussi très réguliers, et nos pages Instagram également. Et si vous voulez approfondir, allez jeter un œil sur le site www.iq-invest.fr. Vous y trouverez plein de ressources utiles. Et notamment, en ce moment, je suis en train de rédiger des articles pour le centre d'aide de l'application. Donc pour ceux que ça intéresse et qui utilisent l'application, allez voir les articles. Vous pourrez y apprendre des choses. Mais sinon, à part ça, quel est le sujet aujourd'hui, Jean? De quoi va-t-on parler? Bon, bah aujourd'hui, nos chers auditeurs, on va parler de tout simplement des ETF et est-ce que c'est la fin des ETF? Est-ce que nous croyons, Hugo et moi, encore aux ETF, à l'investissement dans ces fameux trackers? On va essayer de vous y répondre de façon un peu structurée, enfin de façon structurée, tout simplement, et point par point, comme ça, vous ferez votre propre avis. Je sais que vous avez des ETF en portefeuille. Nous aussi, nous en avons, donc on ne va pas cracher dessus. Mais par contre, il y a certaines nuances à prendre en compte. Et il y a aussi des avis qui ont évolué, hein. Moi, je sais que mon avis sur les ETF a énormément évolué en 2 ans. Donc, ça va être assez intéressant de parler de tout ça, tout simplement. Hum, eh Puis, ça fait ben, longtemps qu'on n'a pas qu'il en parlé soit des ainsi. ETF et on Ça sait fait que longtemps, ouais. c'est un sujet qui vous Qui plaît. passionne. C'est clair. Ok, bon. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on commence par qu'est-ce qu'un ETF, déjà? Ouais, On refait un peu le point. Alors, donc, carrément. un ETF, c'est un Exchange Traded Funds, avec ce superbe accent anglais, n'hésitez pas à liker pour ça. Donc, tout simplement, en fait, c'est un panier d'actions en grande majorité. Mais après, il va y avoir des ETF sur obligations, matières premières, etc. Mais bon, principalement, c'est sur un panier d'actions. L'objectif, c'est tout simplement de répliquer la performance à la hausse comme à la baisse de son indice de référence, le fameux benchmark. Ça peut être le S&P 500, le CAC 40, l'Eurostock 600. En veux-tu, en voilà, il y en a quand même beaucoup des indices. L'argument premier d'un ETF, c'est que le stock picking, c'est dur. C'est pour ça que c'est vraiment démocratisé, l'ETF. Il y a de grosses chances de perdre une partie de notre capital dans le stock picking, ça c'est sûr. Alors que dans l'ETF, si on a une vision long terme, voilà, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus sécurisant vu qu'on n'a rien à faire à part l'acheter et après on attend que ça se passe. Le stock picking, lui, va demander beaucoup de temps, c'est complexe et ça nécessite quand même bon, un bagage intellectuel qui est quand même assez, enfin, en tout cas, un bagage intellectuel minimum, que ce soit en analyse ou même en comptabilité, parce qu'il faut savoir même ce que c'est un résultat net négatif, faut savoir calculer, je sais pas, un taux de marge, etc. Enfin, c'est la base, quoi. Ou même si vous savez pas le faire, faut au moins le comprendre. Enfin, en vrai, si vous savez pas le faire, faut pas faire du stock picking, je pense. Euh, tout simplement. Donc, pour résumer un peu tout ça, donc la fameuse métaphore, si vous achetez un ETF, ça revient de ne plus chercher l'épine dans la botte de fond, donc l'action, mais de L'aiguille. directement. J'ai dit quoi? L'épine. T'as dit l'épine, c'est l'aiguille. Ah, j'étais tellement dans mon truc. Euh, c'est- donc, alors je refais, c'est de ne plus chercher l'aiguille dans la botte de foin, donc l'action, mais de directement acheter la botte de foin, donc l'indice au total. Donc pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur les ETF, ce que vraiment je peux vous conseiller à faire, c'est de lire le petit livre pour investir avec bon sens de Jack Bogle, qui est le fondateur de Vanguard et le créateur des fonds indiciels. Donc vraiment, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans les ETF que ce podcast ou que les vidéos sur YouTube, lisez ce bouquin, il coûte une quinzaine d'euros et vous saurez tout de A à Z avec des chiffres vraiment très précis. Donc T'as voilà, le dit, petit livre pour investir avec bon sens.
T'as dit Jack Bogle? Ouais, c'est pas Bogle? C'est John. John C. Oh là Bogle. là. En plus, John je l'ai Bogle. acheté et tout. Mais ouais, non, J'ai effectivement, acheté. c'est un livre que j'ai lu aussi juste après l'investisseur intelligent, tu vois, qui est d'ailleurs beaucoup plus simple à lire que l'investisseur intelligent. Donc si vous C'est devez clair. commencer par un livre, commencez plutôt par celui-là que l'investisseur intelligent, parce que franchement, l'investisseur intelligent, faut être accroché. Puis en plus, il est extrêmement chiant à lire. Hein. Franchement, faut dire les termes. Et Ouais, il y a pas tous les chapitres qui sont intéressants. Ouais. ouais, clairement pas. Et donc John Bogle, c'est le fondateur de Vanguard. Vanguard, c'est le premier, c'est la première société qui a commercialisé un ETF, puisqu'ils ont commercialisé à la base le S&P 500. Je crois qu'ils l'ont lancé dans les années 80, le premier ETF. Et le but, voilà, comme tu l'as dit, c'était de répliquer de manière passive le S&P 500. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart des investisseurs sous-performaient en fait le S&P 500 tout simplement, et que il valait mieux acheter l'indice plutôt que d'essayer de battre l'indice potentiellement, puisqu'en essayant de battre l'indice, tu as des chances de faire moins bien que l'indice. Donc ça a un avantage, parce que forcément tu te prends pas la tête, t'achètes tout, et t'as une performance moyenne tous les ans qui est plus ou moins garantie. Mais le problème, c'est que comme t'as dit, au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, t'achètes la botte de foin, mais le problème, c'est que t'achètes du foin. Tu vois. Et le foin, ça prend feu. Et le foin, ça pourrit, tu vois. Le foin, c'est des entreprises de merde. Et en fait, tu te rends compte que 80% de la performance d'un ETF est tirée par 20% des entreprises de l'ETF, ce qui est plutôt logique, hein, quand tu connais le principe 80-20, il s'applique à peu près à tout dans la vie. Et le problème de ça, c'est que en achetant donc les 80% d'entreprises pourries, tu tires ta perf vers le bas forcément. Et après, il y a des débats sur est-ce que c'est facile ou pas de trouver les entreprises dans le top 20%. Moi, je pense que c'est tout à fait réalisable. Mais bon, on va Oui. peut-être revenir dessus, dessus Ouais, après. ouais, on va en revenir juste après, mais c'est vrai que, oui, pour te rejoindre, alors, est-ce que c'est facile? Non, parce que ça demande quand même beaucoup de travail et de suivi. Mais de toute façon, on en reparlera Je juste dirais après. juste que Mais, c'est plus, ça demande plus de psychologie que ouais. de vraies capacités intellectuelles. Parce que, en vrai, c'est pas compliqué de savoir. C'était pas compliqué il y a 10 ans de comprendre que c'était les entreprises de la tech qui allaient faire toute la performance, tu vois. Oui. Tout le monde Oui, le ou des savait. entreprises Ce qui était, vraiment, com- ouais. Ce qui était compliqué, c'était de les garder pendant 10 ans. Mm. C'est Le clair. problème, Quand elles prenaient c'est fois, pas, fois 10, fois 20, ouais. exactement. Le problème, c'est pas de trouver les entreprises dans le top 20%. Le problème, c'est de les garder suffisamment longtemps pour profiter de leur performance. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils achètent, mais on va peut-être revenir dessus sur l'argument, tu sais, des fameux 90% des gens sous-performent, machin, mon cul sur la commode. c'est que, c'est que, le problème, c'est que si tu fais des allers-retours, comme la plupart des gens font, en fait, t'as jamais de performance, quoi. Parce que tu passes ton temps à être en dehors du marché. Ouais, c'est ça. Bah, comme dit, alors alors c'est pas Charles Gave, bon, je crois que c'était lui qui avait dit comme quoi, enfin, beaucoup de personnes le disent, faut couper ses perdants et laisser courir ses gagnants. Alors c'est Mais après, c'est exactement comme, l'inverse de ce que fait Charles Gave, hein, parce que lui, dans sa stratégie, il coupe ses gagnants pour renforcer ses perdants, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais ouais, ouais, Danone et tout. Bon, après, c'est sa thèse lui, d'investissement. Mais c'est il vend du Hermès pour acheter du Danone, tu vois. C'est pas logique. ouais. Mais après, par contre, tu vois, c'est vrai que Warren Buffett, pour le coup, avait dit, il n'y a pas besoin d'avoir 162 QI pour gagner de l'argent en bourse. Et c'est juste en gros de la méthodologie, je sais qu'il l'avait dit. Bref. Euh, Mais c'est pas Peter alors, Lynch qui a dit le truc sur couper les gagnants, machin, là. Enfin, laisser courir les gagnants, oui, couper les perdants. oui, putain, t'as une mémoire en ce moment là, je vois que je suis encore tôt ce matin. Là. En plus, tous les bouquins, je les ai lus, mais là, dans ma tête, ça fait. Faut que je chope les informations dans tous les livres. Mais, on parle de notre stratégie d'ETF? Attends, moi, j'ai encore deux trois trucs à Ah, dire sur qu'est-ce allez. qu'un ETF. On peut dire que c'est déjà des, des, des- des véhicules d'investissement qui ont explosé dans les années 2000-2010.
que ça a démocratisé de plus en plus l'investissement passif en bourse, avec notamment beaucoup de fonds de retraite, de fonds de pension, etc., qui utilisent des indices S&P 500. Alors pas forcément en France, hein, nous on est encore sur des obligations, mais aux US notamment, il y a beaucoup de retraites qui sont indexées sur le S&P 500. On peut dire aussi qu'avec la démocratisation des ETF, forcément, est arrivée la démocratisation du tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui à peu près tout et n'importe quoi dans le milieu des ETF, et Bien que sûr. je pense que 90% des ETF sont achetés à la poubelle. On Ouais, même peut, plus, mais je ça, on pense, hein, ouais. va, ouais, clairement. Ça, Sur on va 8000, l'aborder. sur 8000 ETF, je pense que, à mon avis, t'en as qu'une centaine qui en valent vraiment le coup. Ouais, c'est clair. Ensuite, t'as la distinction synthétique-physique, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Capitalisation vs distribuant. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rappeler ce que c'est la différence entre capitalisant et distribuant? Je pense pas. Je pense que vous êtes tous à la page dessus. Sinon, ChatGPT est votre ami. On a Ouais, des ouais. ETF indexés sur des indices, des ETF indexés sur des secteurs, des ETF avec du levier, tout ça. Donc vraiment, il y a maintenant tout et n'importe quoi dans le milieu des ETF. Même des Et ETF crypto-monnaies. ouais, et même des ETF qui sont même pas forcément gérés de manière passive, hein, parce que on retrouve de plus en plus. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de dérives où on retrouve des ETF en fait qui sont gérés de manière active, et ce qui du coup va à l'encontre de la philosophie même d'un ETF. Mais voilà, grosso modo, C'est clair. ce que j'avais à dire sur ce point-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jean, sur ta stratégie ETF? Bon, ma stratégie ETF, déjà, c'est qu'elle est très simple, hein. Je cherche pas à me compliquer la vie. J'ai cherché par le passé à me compliquer la vie. Ça n'a pas été concluant. Donc, le but, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc, voilà. Une stratégie très simple. J'ai que 2 ETF maintenant en portefeuille et j'en suis bien content. Mais par contre, avant de vous dire les ETF que j'ai en portefeuille, je vais vous dire plutôt ceux que j'ai vendus, ceux qui ne sont plus en portefeuille. Et j'avais notamment un MSCI World, ticker CW8, qui est proposé par Amundi. Voilà, donc lui, son travail, ça va être de répliquer tout simplement l'indice du MSCI World. Donc MSCI World des pays développés, hein, donc on va pas retrouver la Chine, etc. Et alors, pour vous donner quelques chiffres sur cet ETF, donc c'est 4 milliards d'encours sous gestion, c'est 0,38 de frais de gestion. Alors, je pense pas que quand je l'ai acheté, on était à 0,38. C'est ça qui m'a impressionné quand j'ai refait la vidéo, parce que ça m'aurait fait tiquer quand même. Donc c'est un Non, non, ETF non, effectivement, capitalisant. il a Il a augmenté, parce que moi, augmenté je me de rappelle que quand j'ai acheté cet ETF, il était à 0, je crois à 0,25 ou 25. 0,30 de frais de gestion, ouais. Ouais, c'est ça, il était à 0,25. En tout Ouais, il cas, me pas plus semble. de 0,30, je pense. Ouais, ben, comme quoi. Euh, donc c'est un ETF capitalisant. Bon, pour faire très simple, hein, donc zéro dividende. Tout l'argent des dividendes est réinvesti dans l'ETF automatiquement. Pour ce qui est de la répartition par pays, on va retrouver l'Amérique à plus de 72% de l'ETF, puis on va retrouver le Japon qui arrive en seconde position à 5,57%. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros gap entre la première position et la deuxième position. En fait, c'est quasiment, t'achètes un MSCI World, t'achètes à 72% de l'Amérique, et après tu vas retrouver bon, le Japon, un peu d'Europe, etc. Donc déjà là, on peut se poser la question, pourquoi ne pas acheter directement un indice américain? Ça ira plus vite parce que la seconde économie, excusez-moi, la plus représentée va être l'Europe, avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. Ça va être à peu près 10% de l'indice. Honnêtement, si j'ai envie d'investir dans la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, et je dis bien si j'ai envie d'investir dedans, je pense que je prends direct un Eurostock 600 ou en fait tout simplement je fais du stock picking sur mon PEA vu que Hmm. les actions seront possibles d'être Bah, achetées carrément. là-dessus. Parce que autant dans le S&P 500, on peut dire qu'il y a 20% des actions qui font 80% de la performance et donc 80% des actions qui servent à rien. Autant en Europe, je pense que c'est plutôt du 95-5, hein. Il y a à peu près 95% des actions qui sont absolument Ouais. inutiles. Ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et puis oui, voilà, de toute façon, je vais pas me répéter. Vous savez déjà ce que je pense sur l'économie européenne qui part en vrille. Alors sinon, pour la répartition par secteur, toujours du même tracker, donc le MSCI World.
comme d'habitude, on va retrouver vraiment une surreprésentation de la tech avec 25%. Et puis ensuite, on retrouvera principalement la finance avec les bancaires, la santé et l'industrie, qui sont les principales économies. Pour ce qui est de la performance, le sujet qui fâche. Alors pour ce qui est de la performance, bon, là, je pense qu'on le mettra en, comment dire, en image peut-être pour ceux qui Ouais, regardent, mais on va essayer de vous l'expliquer correctement, hein. En fait, je vais comparer tout le temps l'indice enfin, l'ETF avec le S&P 500. Pourquoi? Parce que c'est un peu la base. Moi, je compare mon portefeuille, je compare ma portefeuille, je compare ma performance face toujours au S&P 500. Donc, je vais faire pareil avec les ETF, ça sera plus simple. Je ne veux pas les comparer à un emerging market ni au CAC 40, sinon, forcément, qu'on va surperformer. Et là, en fait, ce que l'on voit, c'est que quand on compare les deux, alors j'ai mis en total return, donc dividende réinvesti, et sur 5 ans, voilà, pour pas que ce soit trop impressionnant non plus. 5 ans, c'est quand même une durée de détention moyenne, enfin en tout cas minimale pour moi pour un ETF. Et on voit qu'il y a une sous-performance constante de l'indice World. Pas une fois il n'est passé au-dessus du S&P 500. Sans oublier que les frais de gestion sont plus élevés sur le long terme, donc ça peut faire vraiment mal à votre performance finale, tout simplement de votre portefeuille. Et c'est vraiment impressionnant parce que sur 5 ans, en total return, le MSCI World a dégagé une performance de 86% face je l'ai comparé au S&P 500, donc au BNP Paribas, ticker ESE, qui lui a dégagé une performance de 112%. 112% face à 86%, c'est quand même assez impressionnant sur 5 ans. Donc voilà, est-ce que il y a une très grande utilité d'acheter un MSCI World? Personnellement, je ne pense pas. C'est pour ça que je l'ai revendu. Parce que pour un ETF qui est quasiment à 75% en Amérique, je pars du principe où il faut quand même privilégier directement un indice américain. Voilà. Tu veux enchaîner sur toi ton ETF que tu as revendu ou moi je renchaîne sur l'autre? euh... non, vas-y, continue, je ferai après Ouais? ma partie, ouais. Ok. Donc c'est parti. Le deuxième, alors j'ai pas été un grand acheteur d'ETF, heureusement, j'étais resté vraiment très basique même quand j'avais commencé. Le deuxième ETF que j'ai revendu, c'est l'Amundi MSCI Emerging Asia, donc Emerging Market en gros, mais Asie, ticker PASI, PAASI, qui s'est transformé en ESG, donc leader, enfin avant c'était un ETF tout basique, mais là maintenant c'est un ETF ESG. Mais ça on en reparlera un peu plus tard de l'ESG, je pense, dans le podcast. Donc son boulot à cet ETF, c'est tout simplement de répliquer le plus fidèlement possible l'indice MSCI Emerging Market Asia ESG. C'est important de le préciser. Les frais de gestion, on est à 0,30%. Il y a 354 millions d'euros d'encours sous gestion, ce qui est bien, mais c'est pas énorme non plus. Et il y a 349 actions qui composent l'indice. Et là aussi, on va retrouver une grande partie donc, de la tech, hein, avec 23,43%, des biens de consommation cyclique avec un peu moins de 20%, on est à peu près à 18%. Et pour ce qui est de la répartition par pays, on va retrouver de la Chine, quasiment à la moitié, donc quasiment 50%. Et ensuite, on va retrouver Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud, bref, que des pays asiatiques. Alors, pourquoi je l'ai revendu? Bon, voilà, c'est très simple, hein, parce que cet ETF ne sert à rien, hein. Il ne dégage absolument zéro performance. Zéro performance. On peut très bien s'exposer au marché asiatique, donc à leur croissance, à leur devise, etc., etc., en achetant du Apple, du L'Oréal et du LVMH. Parce qu'on le sait, ces trois entreprises-là vont vendre principalement dans les milieux asiatiques, dans le continent asiatique. Donc s'ils vendent beaucoup, ça veut dire que ce continent se porte bien. Si ce continent se porte bien, Apple, L'Oréal, LVMH se porteront bien. Et je pense que la performance de LVMH, si on la compare à cet ETF-là, j'ose même pas imaginer, ça doit être scandaleux. Et Apple, je n'en parle même pas. Les frais pour cet ETF, encore une fois, hein, le PASI, donc ils sont quand même assez élevés. Personnellement, ça ne me dérange pas de payer des frais plus chers. Mais dans ce cas-là, il me faut de la qualité. Il me faut une qualité quand même au-dessus et un rendement qui est au-dessus, tout simplement. Euh,
après, oui, les amis, c'est logique que la performance va être au même niveau que l'ETF, vu que c'est son travail, hein. Le travail de l'ETF, ce n'est pas de surperformer son indice, c'est d'être pieds et mains liés en fait à l'indice. Voilà, donc de le répliquer à la hausse comme à la baisse parfaitement. Et puis bien évidemment, pourquoi je t'ai revendu? Bah, c'est son passage en ESG. Plus de frais pour une performance identique. Ouais, faut pas me prendre pour un con non plus. Faut pas me prendre pour un con, donc bah, c'est sans moi. Et pour vous donner quelques chiffres sur la performance, donc je l'ai comparé encore une fois au BNP Paribas Easy S&P 500, ticker ESE, et sur une durée de 5 ans en total return, le BNP Paribas, donc on est à peu près 115% de performance contre 30%. 30% pour le passif. Voilà, moi je pense que là, les amis, la question est vite répondue, comme on dit. On compare 30% sur 5 ans à plus de 115%, c'est absolument scandaleux la différence en fait qu'il y a. Tu vois, parce que on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun avantage à détenir ce genre de TF, mais absolument aucun. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux, après cette Carrément. longue tirade, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Hugo? Bon, Bah je pense que écoute, moi tu es je vais d'accord avec moi à peu près. je suis 100% d'accord avec toi et puis je vais te parler aussi des ETF que j'ai achetés par le passé. Bah, j'ai fait exactement comme toi. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à investir en ETF, c'est-à-dire début 2022, je suis parti sur, je pense comme beaucoup de gens, l'idée qu'il fallait que je m'expose au monde entier parce que je sais pas quand. En fait, quand tu débutes dans l'investissement, t'as souvent cette espèce d'idée les marchés émergents, c'est génial, il faut absolument que je trouve la croissance des marchés émergents. Sauf qu'en fait, quand tu poses le truc de manière rationnelle, tu te rends compte qu'il n'y a pas de croissance dans les marchés émergents, que ça Mm. fait 50 ans qu'ils sont émergents, et que personne n'émerge des marchés émergents. D'accord? T'as J'ai pas l'impression une qu'on le dit à seule tous les podcasts, ça. société, non mais t'as pas une seule Apple qui est sortie de la Chine. D'accord? Oui, on peut Non. parler de Huawei, machin, tout ça. Les gars, un peu de sérieux, Ouais. s'il vous plaît. Ah, Un peu de sérieux. C'est comme les mecs qui me comparent Tencent à Google, tu vois. Un peu de sérieux. ouais. Est-ce que enfin, voilà. Donc non. Aujourd'hui, il y a absolument aucun produit technologique sérieux et aucune avancée technologique sérieuse qui provient des produits des marchés asiatiques. Concrètement, le Japon, ça fait 20 ans qu'il innove plus. La Chine, ça fait, économiquement, ils sont en train de rentrer dans une catastrophe, hein, les Chinois. Déjà avec le crack démographique qu'ils vont se prendre avec leur population qui vieillit, plus le fait que les Chinois ont un gouvernement plus que douteux et ont une politique inflationniste très agressive. Parce qu'on parle de l'inflation de l'euro et du dollar, hein, mais l'inflation du yen, c'est bien pire. L'Inde, vous allez me dire peut-être que l'Inde c'est un peu plus libéral. Je pense que c'est plus libéral. Alors franchement, j'en suis revenu. J'en suis revenu, tu sais quoi, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur l'Inde, sur les contrôles des capitaux qu'ils ont fait, sur le fait qu'ils ont confisqué par exemple les roupies, les fonds russes, eux aussi. Tu vois, genre grosso modo, la Russie a vendu pas mal de ou non. Alors attends, je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais en gros, la Russie s'est retrouvée avec pas mal de roupies, tu vois, de roupies indiennes en cash. Et la Russie voulait rééchanger ses roupies contre autre chose, tu vois, pour en faire autre chose. Grosso modo, le gouvernement indien a dit, écoute, nous, tes roupies, tu gardes, enfin, on te les rééchange pas contre autre chose, tu gardes tes roupies, et si tu veux faire quelque chose de tes roupies, t'es obligé d'investir en Inde. T'es obligé d'acheter des trucs en Inde. Tu vois, grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, problématique. On a aussi le fait que l'Inde a, du jour au lendemain, interdit les billets, je crois que c'était les billets de 10 000 roupies, un truc comme ça. Donc en gros, c'est comme si toi, demain, on arrive, on te dit, ok, si t'avais des billets de, alors 500 euros, je crois que ça existe plus, j'en sais rien, mais mettons des billets de 200, je crois que les Ouais, billets de t'as 200, plus le ça droit existe encore. d'utiliser en France. Ouais. Donc mettons, vous aviez des billets de 200 euros chez vous pour X ou Y raison, bah, du jour au lendemain, le gouvernement, il vous dit, bah du coup, ces billets, maintenant, ils sont illégaux, donc tu peux plus t'en servir. Tes billets, ils valent zéro. Voilà, super le libéralisme indien. Donc je suis pas convaincu, et en plus ils sont très avancés, hein, tu sais, niveau CBDC, CBDC, Central Bank Digital Currency, donc les monnaies numériques de banque centrale, ils sont vachement avancés là-dessus les Indiens,
Donc en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de pays libéral en Asie. Tu pourrais parler de Singapour, mais pareil, il y a de la corruption dans tous les sens. Tu pourrais parler de Hong Kong, mais pareil, ils sont pieds et mains liés avec la Chine. Tu peux avec la parler de Chine. Taïwan. Taïwan, je suis désolé, à part Ils sont au bord TSMC, de la guerre. Ouais. il y a pas grand-chose. Puis même, bref. Et à part l'Asie, qu'est-ce que tu veux aller trouver en marché émergent? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui te propose des entreprises intéressantes? Donc Ouais, en mais c'est fait, pas voilà, l'Afrique du Sud ni le Brésil, ouais. non, surtout le Brésil en ce moment avec leur délire de ban Twitter, enfin X, enfin tous ces trucs-là, tu te dis, il y a des problèmes dans nos pays, mais honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment un autre endroit dans le monde où tu as envie de laisser ton argent aujourd'hui? Pas moi. Ouais. Non, mais c'est Donc vrai, c'est vrai. Il y a qu'en voilà, Suisse et au Luxembourg. Suisse et encore le Luxembourg, c'est dans l'Union européenne, donc on peut en débattre. Mais effectivement, la Suisse, Ouais. les États-Unis, je pense que tu peux encore à peu près faire confiance. L'Union européenne, avec tous ses défauts, ça reste quand même beaucoup mieux que la plupart du monde. L'Angleterre, l'Angleterre, je me méfierais, tu Ouais, vois, en ce moment, avec toutes les lois qui ouais, moi passent aussi. contre la censure, la liberté d'expression, tout ça. Je suis pas convaincu de l'Angleterre, tu vois, je miserais pas un copec sur les Anglais. Mais voilà, tout ça pour dire que quand j'ai commencé l'investissement, j'ai fait à peu près, je pense, l'erreur que tout le monde fait, c'est de se dire j'ai envie d'être exposé au monde entier, c'est le truc le moins risqué. Comme ça, tu vois, encore récemment, j'ai eu un commentaire sur ma vidéo, ma fameuse vidéo où je démontais le MSCI World, qui me dit oui, Hugo, mais le MSCI World, il a un avantage, c'est que si jamais il y a une entreprise qui émerge d'un autre pays que les États-Unis, tu vas l'avoir automatiquement dans ton ETF. Ouais, à Alors, 0,002%. Alors déjà, écoute-moi bien. Les États-Unis, c'est 70% de l'ETF. Donc même si tu as une entreprise qui émerge d'un autre pays que les États-Unis, la pondération sera tellement faible que ça n'aura aucun impact sur ta performance. Déjà, premier point. Deuxième point, et j'invite tout le monde à faire ça, tous ceux qui pensent que le 100% US, c'est pas forcément utile, j'invite tout le monde à faire cette réflexion. Dans 10 ans, quels sont les pays dans lesquels vous voyez des innovations technologiques, par exemple relatives à l'IA, émerger? Est-ce que tu vois un autre pays que les États-Unis aujourd'hui où tu as des innovations technologiques? Il n'y en a aucun. Oui, tu pourrais Oui, dire en non, France, c'est on à a toi des de petites répondre. startups, on a Ouais, Mistral, machin, d'accord, tout ça. d'accord. Eh les Il y a gars, juste à regarder les levées de fonds. Il y a juste à regarder les levées de fonds qu'on fait par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qui est fait aux États-Unis. mais Parce c'est que c'est ça. comme ça hein, que les entreprises croissent en levant des fonds au début. Hein. C'est pas en se lançant en bourse. C'est de la levée de fonds. Tu regardes les levées de fonds françaises. Nous, on fait des articles entiers sur les journaux, comme quoi un tel a levé 100 millions. Ouais, d'accord, l'autre, elle lève 8 milliards en fait. C'est genre 100 millions, 8 milliards. Tu sais qu'automatiquement, celle qui produit, enfin celle qui a 8 milliards de capitaux en plus, je parierais plus sur elle que sur bah, Mistral, tu vois, ou un autre truc. Bah Alors, je oui. crache pas sur Mistral, hein, parce que je suis content d'avoir une petite pousse française, bien évidemment. Mais comme t'as dit Hugo, je vois pas, j'ai pas une vision 100% américaine. Mais historiquement parlant, quand même, l'Amérique en bourse, elle a fait ses preuves. Bon, Bah, c'est surtout que en France, tu vois, on a une capacité d'innovation. Mistral, ils sont forts. oui, Mais le problème, c'est que même si on innove et qu'on construit des technologies intéressantes, on les vendra jamais. Tu vois, c'est exactement le problème. Mistral, ils sont bien sympas, mais ils te font des modèles d'IA open source. Mistral, n'importe qui peut oui. télécharger leur truc gratos. ChatGPT, qu'est-ce qu'ils font? Ils te vendent un abonnement. ChatGPT, ils font de l'argent. Tu vois. Et pourtant, à la base, c'est une entreprise qui n'est pas faite pour faire de l'argent. C'est ça le pire. Les Américains, ils arrivent même à trouver des moyens de te faire de l'argent avec des entreprises qui sont pas légalement faites pour faire de l'argent. Non, Tu mais vois, c'est vrai, c'est absolument vrai. ChatGPT, ils arrivent à transformer leur innovation en produit. Nous, en France, on reste sur des innovations. Sauf que l'innovation, ça vend pas, ça rentre pas de cash. C'est absolument ça. C'est Voilà. absolument ça. C'est pour ça que tous les scientifiques développent des choses en France et partent ailleurs parce que ils peuvent, en fait, ils peuvent être riches avec leurs découvertes qu'ils ont fait en France. Donc nous, on finance et après, bah, ils vont gagner de l'argent ailleurs. Puis C'est de toute ça. façon, ils ont bien raison parce que s'ils restent ici, ils vont se faire imposer à 75%.
Et donc voilà, tout ça pour dire que quand j'ai commencé mon parcours d'investisseur, j'étais en 85% MSCI World, 15% Emerging Market. Qu'est-ce qui s'est Waouh. passé ensuite? J'ai gardé cette pondération pendant à peu près 2 ans, non, 1 an et demi. Pendant ces 1 an et demi, mon Emerging Market n'a fait que aller dans le rouge. Que aller dans le rouge. Donc déjà, gros problème. Mais je les ai gardés, parce que moi je me suis dit, même si les Emerging Market, voilà, on sait jamais, je continue à les garder, machin, tout ça. Puis plus j'apprenais sur la bourse, plus je me disais, pourquoi je me fais chier, pourquoi je fais pas du 100% S&P 500, tu vois. Et plus ça allait, plus je me disais, pourquoi je me fais chier et je fais pas du 100% S&P 500. Donc en fait, je suis arrivé en août 2023, où j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement quality, où j'ai commencé à acheter des entreprises de qualité, et où je me suis dit, il faut que j'arrête les conneries, je vais partir en 100% S&P 500. Donc j'ai acheté mon premier ETF S&P 500 en août 2023, et le coup de grâce, parce qu'à la base, je voulais pas les vendre. À la base, je m'étais dit, je les vends pas, je les garde. Mais le coup de grâce, ça a été quand Amundi a changé le PAEEM, donc le MSCI Emerging Market, en ESG. Là, je me suis dit, c'est pas possible, mais on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, parce que ça va être un sujet à part entière. J'ai aussi eu un peu d'ETF or sur mon assurance vie Ah ouais, Fortuneo. ok. Je pense on va en reparler un peu à la fin aussi. Il a Ouais, fait une ouais, ouais. très Ah, bonne c'est parce que ça m'intéresse. performance, parce que Bah oui, l'or je a veux fait bien une voir. très bonne performance. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je rachèterais pas de TF or. Mais Ok, voilà bon, un on en peu reparlera pour après parce que ça m'intéresse. c'est ça. Voilà pour les ETF que j'ai achetés par le passé, en sachant que mon Emerging Market, je l'ai revendu en septembre 2023 et mon MSCI World, je l'ai revendu en mai de cette année. Euh, Ouais, Et du coup, quels sont tes ok. ETF aujourd'hui, Jean? Qu'est-ce que tu Eh ben achètes aujourd'hui? écoute, moi c'est très simple. Maintenant je fais très simple, hein, tout simplement. J'ai que deux ETF maintenant. C'est que de l'Amérique. Il n'y a plus de nanani, emerging market. J'attends que ça émerge, comme tu as dit, et ensuite on pourra passer aux choses sérieuses. C'est ça. Donc Moi, je maintenant, dis, pour les pays euh, émergents, donnez-nous la prochaine Apple, et moi, je serais ravi d'acheter la prochaine Apple, tu vois. mais bien Et sûr, il y en a voilà. pas. Et ouais, si le PDG il va encore en prison, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, mes ETF actuels. Alors maintenant, c'est comme pour les actions, hein, les amis. J'arrête de chercher la diversification à tout prix. Je veux quelque chose qui rapporte et sans trop de frais. Et je préfère largement avoir un portefeuille concentré et performant qu'avoir un sac entier rempli d'actions et d'ETF. Voilà. Vous le savez, mon portefeuille il est concentré, j'ai pas plus de 20 actions, enfin, j'en ai même pas 10. Et les ETF, j'en ai deux. Et ça me convient très bien, c'est simple à gérer, c'est simple à suivre. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple en bourse? Donc mon premier ETF, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500, qui est capitalisant et vous allez pouvoir retrouver cet ETF avec son ticker ESE. C'est simple, rapide et efficace. Les frais, ils sont peu élevés, alors peu élevés entre guillemets, parce que ils sont à 0,12%. Ce Ah sont bon? quasiment les moins chers sur le PEA, mais T'es sûr que vous c'est pouvez retrouver. 0,12? Ouais, c'est 0,12. J'en suis Ah, il me sûr que ça a semblait que augmenté. c'était... Non, ça a baissé, parce qu'avant, c'était 0,15 le BNP Paribas. Ah ouais? Mais moi, dans ma tête, c'était 0,008. Ah non, 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 c'était 0,15. Effectivement, il est passé à 0,12. Bah tu vois, lui, pour le coup, il a baissé. Ah, et ben on va se renforcer. Non, non, mais tu vois, 0,12, tu peux trouver des ETF disponibles sur CTO, par contre, qui répliquent le S&P 500. Bah, je sais pas, je vais te parler des iShares, des Vanguard, etc., avec des frais de 0,08. Bon, après, à quelques points près, honnêtement, je préfère pas me prendre la tête et bénéficier des avantages fiscaux qui arriveront si on ne les supprime pas avant, parce qu'en ce moment, vous le savez, en France, on veut tout supprimer. Mais voilà, il me reste quelques années avant de pouvoir les toucher, donc croisons les doigts. Alors sinon, pour revenir à cet ETF, donc les encours sous gestion, ils sont quand même importants. Ils sont il y a 2,7 milliards d'euros en ce moment, donc c'est quand même un ETF qui est solide. L'émetteur, c'est BNP Paribas, alors une filiale de BNP Paribas, hein, forcément, mais il est reconnu et pour l'instant, il ne fait pas d'ESG. Il n'y a pas d'ESG, il n'y a pas d'RSE. Bref, c'est un véritable ETF qui réplique tout simplement le S&P 500.
hein, parce que personnellement, l'indice Wokisme 500, sans pétrolière, sans industrie du tabac, etc., ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je dis pas que je suis pour ça, mais je veux de la performance en fait. Donc si ça, L'indice wokisme 500, putain, elle est énorme celle-là. donc personnellement, si ça ne me rapporte pas, je ne veux pas entendre parler. J'ai assez donné avec ça. Alors, puis l'indice du S&P 500 est l'un des plus performants du monde, vous savez, sur les 10 dernières années. Il y a une linéarité qui est quasiment parfaite à 0,95 points, ce qui est vraiment très 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 bon, et un CAGR de 11,72%. Donc le CAGR, le taux de rendement moyen annuel composé, voilà. Par année, ça croît d'à peu près 11,72% sur les 10 dernières années. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'actions qui font ça. C'est pour ça que je préfère tout simplement encore privilégier les ETF. Alors, je dis pas que je préfère privilégier les ETF au stock picking, mais voilà. Je crois en les ETF, je crois à cet ETF-là, et c'est pour ça que je suis encore investi dedans, et je continue à investir dedans régulièrement en faisant ma petite DCA mensuelle. Je sais, toi, Hugo, mon ami, que tu n'es pas forcément d'accord sur ce point-là. Alors, je termine juste avec mon autre ETF. Alors, donc j'ai le S&P 500 et j'ai le Nasdaq 100. Donc j'ai le Amundi PEA US Tech ESG. Alors là, vous allez voir aussi pourquoi, pourquoi il est en ESG. Donc c'est le ticker PANX, PANX. Alors, il est passé en ESG. Alors là, je vais vous répondre très clairement. En fait, j'ai eu la flemme de changer, de chercher un autre ETF Nasdaq 100. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Il faut que je le solde et que je retourne chez un ETF Nasdaq 100 sans ESG. Mais voilà, il faut que je me penche dessus. Et c'est vrai que ça prend un peu de temps. Je préfère prendre ce temps-là pour chercher un ETF, pour chercher une action, excusez-moi. Mais voilà. Je sais, c'est une erreur et il faut que je cherche à tout prix un autre ETF, pas ESG. Alors là, quand je dis que j'ai un ETF S&P 500 et un ETF Nasdaq 100, beaucoup de personnes me demandent pourquoi un ETF S&P 500 et un Nasdaq 100, c'est 100% US et nanani, Ça fait des doublons surexposition. d'actions et Ça blablabla. fait des doublons d'action, nanani, surexposition. Bon, alors sachant que du coup, moi, j'ai du Nasdaq, j'ai du S&P et j'ai du Apple. Tu vois, en action, ça veut dire que là, je suis à 100%, tu vois, pour pouvoir retrouver mes actions quasiment partout. Bref. Bon, là, la réponse, elle est quand même assez simple. Je cherche à maximiser la performance, tout simplement. Historiquement, l'ETF S&P 500, non. Historiquement, l'ETF Nasdaq 100 est plus performant que le S&P 500, du fait de sa forte concentration en valeurs technologiques. Alors, vraiment, ça, ce sont mes convictions, mais je pense que dans 10 ans, la technologie sera encore à son paroxysme, Mais sera bien encore en sûr, pleine ébullition. Tu vois, si je dois bien sûr. comparer la technologie, enfin, le secteur de la technologie avec le secteur de l'industrie, je préfère parier dans l'intelligence artificielle que dans le pneu antidérapant, Mais tu vois. oui, mais même, je suis désolé, même le secteur technologique en lui-même n'a aucun sens dans sa catégorisation. Je suis désolé, une entreprise comme Applied Materials, TSMC, Texas Instruments se sont qualifiées comme des entreprises tech. Tu pourrais tout à fait les qualifier comme une entreprise industrielle. Je suis désolé. Absolument, Tu pourrais tout à fait absolument. faire ça. Google, c'est classé dans la com, tu pourrais tout à fait la classer dans la tech. Mm. Meta, pareil. Meta, c'est plus de la tech que de la com. Pourtant, ils sont dans la com. Je sais pas, moi, t'as des entreprises de l'industrie, par exemple, qui pourraient être aussi qualifiées comme des entreprises tech. Des entreprises comme... En fait, aujourd'hui, il faut bien Mais c'est comprendre ça, que entreprise tech, ça ouais. veut rien dire. Parce que Apple, tu pourrais la qualifier comme de la conso discrétionnaire. Pourtant, elle est dans la tech. Euh, et idem, toutes les LVMH, entreprises qui sont pas dans la tech font aussi de la tech quelque part. Toutes les entreprises aujourd'hui non, sont tech plus ou moins, tu vois. non, mais je suis bien d'accord. C'est vrai qu'il y a des incohérences. Tu vois, c'est comme moi, je suis investisseur chez United Health. United Health, c'est un assureur américain. Bon, ils le mettent en santé. Enfin, tu prends Novo Nordisk, tu prends United Health, je pense qu'il y a absolument rien qui a à voir en commun. C'est juste que United Health, c'est un assureur santé américain, mais c'est un assureur. Son travail, c'est de l'assurance à 100%. Et à aucun moment, il prend le bistouri, il ouvre quelqu'un, tu vois. Donc, c'est un assureur. Donc, pourquoi le mettre en santé? Bon, voilà. Après, c'est des petites questions qui peuvent se poser.
Exactement, c'est comme Evolution AB. Tu pourrais tout à fait la qualifier comme une entreprise tech. Ce qu'elle vend, c'est de la tech, Evolution AB. Son Oui, moat, c'est de la c'est tech. ça. Son Euh, business, c'est des casinos, Bien mais sûr. c'est une entreprise technologique. Tesla, pareil. Tesla, elle est qualifiée, elle est pas qualifiée en tech. Tesla, elle est qualifiée en conso discrétionnaire. Mais Tesla, tu pourrais dire que c'est une entreprise tech. Ou- Oui. Tesla, c'est de Bah, la ouais, tech après, pour c'est moi. vrai que. Ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que bon, c'est une voiture. Tu vois. Pour moi, c'est automobile, c'est industrie, en fait. Bah oui, mais si tu C'est vas par industrie. là, Applied Materials, c'est des machines, tu vois, c'est de Oui, l'industrie non, aussi. mais c'est vrai que c'est pour ça que Pourtant, c'est ils sont dans la vachement dur tech. de mettre dans une case, forcément, C'est pour ça que tech, chaque action. ça veut tout et rien dire, quoi. Mm, Ouais. absolument. Donc je retourne juste au Nasdaq 100. Alors forcément, par contre, ça a un prix, tout ça, la forte concentration en valeurs technologiques, c'est la volatilité. Alors personnellement, du moment qu'elle reste raisonnable, la volatilité, hein, que ça soit pas comme le Bitcoin, j'ai toute une vie d'investisseur devant moi, donc j'ai le temps. J'ai le temps pour qu'il y ait de la volatilité, si à la fin, il y a de la performance. Et Alors comme pour vous dit donner notre quelques ami, chiffres, je suis désolé de te oui. couper, mais sur le sujet de la volatilité, comme dit notre ami Jack Mallers, la volatilité, c'est la vie. Si t'as pas de volatilité, t'as pas de performance. Une volatilité de zéro, c'est juste pas de performance. Tu veux pas de volatilité, t'as le livret A. T'auras pas de volatilité, mais t'es sûr et certain de perdre de l'argent. Ah, t'es sûr et certain. T'es T'es sûr et sûr et certain de certain. perdre de l'argent. La volatilité, c'est la vie, tu vois. C'est pas parce que t'as plus de volatilité que c'est plus dangereux. Au contraire. Puis Au si tu contraire, si t'as pas de puis si t'es en volatilité, c'est hyper bourse, dangereux, tu perds de ouais. l'argent. Puis si t'es en bourse, c'est la volatilité, c'est d'office. Parce que dans l'immobilier, faut pas croire, mais il y a de la volatilité, il y a beaucoup de volatilité dans l'immobilier. Sauf que t'as pas le cours de ta maison euh, voilà, qui est aussi à la hausse comme à la baisse. Vu que c'est pas liquide, les gens pensent que c'est moins volatile. Sauf que, excuse-moi, moi j'ai ma maison à côté, je sais pas, t'as le Grand Paris qui se met, à la gare, t'as un HLM bon, ta maison elle vaut plus rien, tu vois. Donc, voilà. L'immobilier, de toute façon, les actifs sont volatiles. Les actifs sont volatiles. Tu prends du capital risque, là, des fonds de private equity, c'est ultra volatile. Mais à côté, historiquement, ça a plus de performance que même les actions. Tu vois, Mais private même les equity, c'est à peu près devises sont 20%. hyper volatiles. Même les devises, tu prends Ah, le cours absolument. euro-dollar, c'est hyper volatile. Tu prends le cours Mm. euro-franc suisse, tu prends n'importe quel cours du marché Forex, les devises sont volatiles. C'est juste que tu as l'impression que ta devise est pas volatile parce que les prix sont exprimés dans cette devise. Mais en soi, tu regardes même l'inflation, tu pourrais dire que c'est une sorte de volatilité en soi parce que juste ta devise, elle perd constamment de sa valeur. Mais si t'as pas de volatilité, t'as pas de performance. La volatilité, c'est la vie. La volatilité, c'est la vie. Absolument. C'est une très belle phrase. C'est une très belle phrase. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur la volatilité, donc sur les 10 dernières années, la volatilité annuelle moyenne du Nasdaq 100 se situe généralement entre 15% et 20%. Donc, il faut rester accroché, mais c'est pas non plus, on n'est pas sur du Bitcoin. Tandis que celle du S&P 500 aussi entre 10% et 15%. Alors là, les données, pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, je les ai tout simplement pris sur le site du Nasdaq, Nasdaq Global Index Watch, et c'était disponible sur CME Group, mais tout est disponible sur le Nasdaq de toute façon, vu que c'est une entreprise. Alors sinon, pour ce qui est de la performance, ça va être plutôt intéressant parce que, donc, encore une fois, je mets en total return, les dividendes sont réinvestis et sur 5 ans. Donc, le BNP Paribas, le S&P, ça n'a pas changé, on est à 112% de performance au total. Et oui, et le Nasdaq 100, on est à 176 de performance. Ouais, 176% de performance sur 5 ans. Donc, il y a quand même un gros gap entre le Nasdaq et le S&P. C'est tout simplement pour ça que je suis investi quasiment autant. En plus, ma répartition est quasiment 50-50 entre les deux ETF sur le Nasdaq et sur le S&P. Parce que dans le S&P, on va avoir toute l'industrie américaine, donc de l'industrie, etc. Sauf que, on le sait, ce qui rapporte le plus, c'est le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques. Moi, j'ai pas honte de dire que voilà, j'ai loupé Nvidia, j'ai loupé Fortinet, j'ai loupé Tesla, j'ai loupé toutes les ascensions des plus grosses boîtes. Enfin, j'ai pas honte de le dire, hein, c'est ça. Et c'est même pour la plupart, je pense que vous n'avez pas acheté Nvidia quand elle était à 50 dollars, ni Tesla. Donc,
je suis humble, je préfère me dire que, ok, je peux pas faire du stock picking sur toutes les actions, je ne peux pas suivre toutes les actions, je ne peux pas prédire que Fortinet va prendre 25% à la suite de ses résultats, que Tesla va exploser à la hausse et après elle explose à la baisse. Mais je peux pas prédire tout ça, je peux pas prédire Applied Materials. Donc, je préfère acheter un Nasdaq où la pondération va être assez importante, hein. On va avoir quand même beaucoup de Nvidia, beaucoup de Google, beaucoup de Meta. Meta, j'ai pas su aussi prédire comme quoi, après son plus bas, elle allait faire 150% en quelques mois. Voilà. Donc, je préfère me dire, je ne peux pas prévoir, donc je prévois un ETF qui réplique justement la performance historique de ces plus grosses sociétés, des plus grosses sociétés technologiques qui sont susceptibles d'exploser. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est quand même de ne pas oublier l'ETF Nasdaq 100. Ça peut être très intéressant de l'avoir en portefeuille, hein. N'oubliez pas que vous n'êtes pas des super bons stock pickers, hein. Moi non plus, je ne le suis pas, bien au contraire. Donc, restez humble et essayez de gratter de la performance avec des ETF qui sont historiquement parlant plus performants. Hmm. Voilà. Carrément. Bah écoute, Je t'ai convaincu avec mon ETF S&P, avec mon ETF Nasdaq. ah, mais alors tu sais que moi j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, je crois que c'était au début Oui. de l'année, où j'étais grosso modo enfin pas contre le Nasdaq, mais je me disais ça sert à rien d'avoir du Nasdaq, tu vois. On en parlait, en plus, tu te souviens, quand on s'est Ah, rencontrés, on en parlait souvent, parce que moi, ouais. le Nasdaq, dès que j'ai ouvert mon PEA, donc en 2021, j'ai commencé à en acheter. Bah tu vois, aujourd'hui, je pense que j'ai complètement changé d'avis sur le sujet, et si c'était à refaire, je prendrais du Nasdaq. Clairement, je prendrais du C'est pas trop Nasdaq. tard. Et non, c'est pas trop tard, mais aujourd'hui, je vais l'expliquer pourquoi, j'ai beaucoup de mal à acheter des ETF. Mais si c'était à refaire, je prendrais probablement du Nasdaq. Parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont fait dire que de toute façon, la tech, c'est ce qui va driver la croissance pendant les 10, dans les 20 prochaines années. Donc, c'est potentiellement le marché sur lequel tu as envie d'être le plus exposé. Puis, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que de la tech, hein. Dans le Nasdaq, t'as 60%, t'as que 60% de tech, mais t'as aussi plein d'autres choses. Et le fait qu'il soit plus concentré, c'est pas forcément mal, justement, je pense, parce que la concentration, c'est aussi la vie. La volatilité et la concentration, en fait, c'est la vie. Plus tu veux être diversifié, plus tu auras une performance éclatée. Donc, voilà, j'ai grosso modo changé d'avis sur le Nasdaq, je pense. Si c'était à refaire, alors, je pense qu'il faut avoir des couilles quand même pour faire du 100% Nasdaq, honnêtement. Ouais, Pour faire une parce qu'il y a de la DCA volatilité, hein. 100% Donc, Nasdaq, faut quand même avoir des bonnes grosses baloches bien accrochées. ouais, ouais. Mais je me dis pourquoi pas, franchement, pourquoi pas faire du 100% Nasdaq ou à minima faire du 80-20, 80% S&P, 20% Nasdaq ou même du 50-50, 50% S&P, 50% Nasdaq. Et tu vois, pour répondre à l'argument, parce que ça aussi je le vois souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi t'achètes du Apple, du machin et tout alors que tu les as déjà dans ton ETF S&P 500. Moi, franchement, honnêtement, je vous le dis, je vois pas les ETF comme un panier d'actions. Et je pense qu'il faut prendre les ETF pour ce qu'ils sont. Faut pas acheter un ETF pour acheter les entreprises qui sont dedans. T'achètes un ETF pour acheter une performance moyenne. Tu sais que le S&P 500, ça sera 8-10% de performance par an, à peu près, historiquement. Alors oui, personne peut prévoir la performance future. Est-ce que dans le futur, il fera toujours cette même performance? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ta plus grande chance d'obtenir 8 à 10% de performance par an de manière à peu près stable et de manière à peu près certaine, c'est de miser sur le S&P 500. C'est le pari le moins risqué justement que tu puisses faire pour avoir cette perf. Et je pense qu'il faut vraiment prendre les ETF pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un produit qui t'offre une performance moyenne basée sur un indice. Les entreprises qu'il y a dans l'indice, après, honnêtement, tu t'en fous. Ce que tu veux, toi, c'est la performance moyenne. T'es pas là pour faire du stock picking, justement, quand t'achètes un ETF. Et c'est pour ça que mixer deux ETF qui ont potentiellement des entreprises qui se chevauchent, c'est pas grave, parce qu'au final, juste, t'achètes deux produits différents, qui sont deux indices différents, qui délivrent chacun une performance différente de manière historique,
Puis voilà, après tu pondères en fonction de ta tolérance au risque, entre guillemets. Si t'en as des grosses, tu fais du 100% Nasdaq. Si t'en as des moins grosses, tu fais du 100% S&P 500. Sinon, tu fais 80-20, 50-50. Voilà, ça va être à Ouais. la discrétion de chacun, j'ai envie de dire. Mais c'est pas parce que t'achètes 2 ETF qui ont des entreprises qui se chevauchent que t'as forcément des doublons. Tu vois, moi, je vois vraiment pas les choses de cette manière. Non, non. Alors, je suis d'accord avec toi sur une partie. Moi, je pense que les ETF, ça va quand même un peu plus loin que ça, dans le sens où euh, moi, je me connais, par exemple, et c'est vrai que pendant longtemps, enfin longtemps, j'ai pas une vie non plus d'investisseur où ça fait 10 ans que j'investis, mais quand même pendant pas mal de temps, j'avais ce fameux biais, c'est le FOMO. Je me connais, Oui. je sais que je peux avoir du FOMO. Je sais que putain, je vois Nvidia qui explose. Moi, j'ai du Société Générale en portefeuille. Je me dis, ok, bon, bah, je vais acheter c'est pas grave. J'achète du Nvidia, je vais l'acheter au plus haut. Alors, bon, j'ai pas acheté Nvidia, hein, c'est un exemple. Mais tu vois, je sais que je serais tenté, et j'ai été tenté, hein, beaucoup, par le FOMO, par timer le marché, etc. Et tu vois, quand j'ai acheté, parce que j'ai acheté très vite quand même cet ETF Nasdaq, ma vision des choses a changé. Et je me suis dit, bon, Nvidia, ça a explosé, ok. Tesla, ça a explosé, ok. Fortinet aussi, ok. Je l'ai pas vu venir, ça a explosé. Et ben, je suis content. Tu vois, je suis content parce que j'ai même pas envie de les acheter vu que ça a explosé. Je sais que ce sont plus des bonnes affaires. Bon, je dis ça, mais Nvidia prend 4% par jour depuis bientôt 2 mois. Mais, tu vois, je me dis, ouais, mais elles sont trop chères, donc je vais pas les acheter, ça sert à rien. Et puis, de toute façon, c'est pas grave. Je les ai dans mon ETF Nasdaq. Tu vois, et vraiment, je pense que avoir des ETF, alors qualitatifs, hein, on est bien d'accord, ça c'est comme tout, mais ça peut éviter justement d'avoir certains biais, surtout le FOMO, la fameuse peur de rater le train, fear of missing out. Euh, voilà, essayez d'y penser, essayez de savoir, essayez de faire une rétrospection de vous-même. Si vous êtes plutôt comme moi tenté toujours à être en mode putain, on a loupé une bonne action, il faut que je l'achète, etc. Alors que bon, si vous avez un ETF qui surpondère les actions technologiques parce que c'est elles qui explosent le plus, voilà, bah, vous dites bon, bah, c'est pas grave, j'ai loupé le coche, mais de toute façon, je l'ai à peut-être peut-être 0,50% de mon portefeuille total va être du Nvidia, tu vois. Hmm. Carrément. Voilà, voilà. Et Carrément. Et du toi, coup, Hugo, tu veux nous présenter les ETF oui, que tu as en parce que c'est portefeuille? c'est vrai qu'on parle, mais on n'avance pas sur la trame du podcast. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais je vois le temps qui défile et on est déjà à 1 heure de podcast. Je te propose qu'on finisse cette partie sur notre stratégie actuelle, qu'on parle ensuite du cas Amundi et que la 4e partie, on la garde pour un autre podcast parce qu'en vrai, il y a trop de choses à dire. Pour conclure sur cette partie-là, quels sont les ETF que j'ai aujourd'hui? Donc moi j'ai du 100% S&P 500. Pourquoi? Parce que j'ai revendu mon PAEEM, donc le MSCI Emerging Market de Amundi en septembre 2023 quand ils l'ont changé en ETF ESG. Je l'ai viré. J'avais commencé à acheter en août du coup le PE 500, l'ETF S&P 500 de Amundi, qui est aussi passé en ESG en septembre 2023 et donc que j'ai viré. Et en fait, ces 2 ETF, je les avais rebasculés sur le S&P 500 de BNP Paribas, donc le ESE, que tu as aussi. Et j'avais gardé, donc, entre-temps, en parallèle, j'avais gardé mon MSCI World, le Amundi, que j'avais pas revendu. J'avais 2 MSCI World d'ailleurs, j'avais le CW8 de Amundi et j'avais le EWLD de Lixor. Mais les deux sont à peu près, enfin c'est la même chose. Sauf que le Lixor a plus de frais. Mais la part est moins chère. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'avais revendu, je sais plus quand, mais je crois fin 2023, j'avais revendu, ou début 2024, j'avais revendu mon Lixor, donc le EWLD, pareil que j'ai rebasculé dans le ESE, donc le S&P 500 de BNP Paribas. Et en mai, j'ai clôturé définitivement le truc et j'ai vendu mon CW8, mon MSCI World, que j'ai rebasculé aussi dans le BNP Paribas ESE. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul ETF, c'est le BNP Paribas ESE S&P 500, donc le fameux ETF S&P 500 PEA à réplication synthétique, qui n'est pas ESG, donc qui réplique le vrai S&P 500 avec les bonnes grosses entreprises pétrolières,
Et voilà, globalement, c'est le seul ETF que j'ai aujourd'hui. Si c'était à refaire, je dirais que les emerging markets, ça sert à rien. Que le jour où ils auront des vraies entreprises à nous proposer, on aura largement le temps de voir venir. Et vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous positionner dessus. Si ça doit arriver, ça arrive pas du jour au lendemain. Apple ne s'est pas créé en un jour. Vous n'allez pas voir la prochaine plus grosse entreprise technologique du monde ne va pas émerger en une semaine. Si jamais elle émerge, vous aurez le temps de vous positionner dessus. Vous n'avez pas besoin d'un ETF pour ça. Et je pense que le World effectivement est inutile. Pourquoi ? Parce qu'il est à 70% sur les US. Donc en fait, tu ferais mieux juste d'acheter 100% d'US. Et le reste, les 30% restants, c'est quoi ? T'as du Japon. Le Japon, Ouais, c'est t'as une de l'Europe économie après. qui... Voilà, le Japon, c'est une économie qui fait rien depuis 20 ans, qui est en déclin démographique et qui innove plus. T'as l'Europe. L'Europe qui est aussi en déclin démographique, qui innove plus, qui a des régulations dans tous les sens qui étouffent l'innovation. T'as l'Angleterre, leur indice boursier, le FTSE, c'est encore pire que le CAC 40. Hein, tu regardes la performance sur 30 ans, ça fait absolument rien. Plus le pound qui est beaucoup plus inflationniste que l'euro ou le dollar. T'as quoi ? T'as la Suisse. La Suisse, tu pourrais te dire, il y a quelques belles entreprises dedans, mais c'est pareil. En vrai, tu regardes l'indice suisse, je sais plus comment il s'appelle. Euh, je sais plus, SMI, je crois que c'est le SMX? SMI, il me semble. Swiss C'est pas Monetary SMX? Index, je crois. Suisse. SMI, je crois que c'est le SMI, mais bref, tu regardes l'indice suisse, c'est pareil, il a une performance catastrophique en fait sur le long terme. Donc tu te dis, bon, le Canada, ouais, le Canada, t'as deux trois belles entreprises au Canada, Ouais, ouais. l'Australie aussi, Australie? Ouais, ouais, Australie, ouais. l'Australie aussi. Mais pareil, c'est tellement une petite pondération dans le MSCI World que ça sert à rien en fait. Ça servira à rien Autant y de. aller direct. Autant acheter un C'est ETF ça. qui réplique l'indice, je sais pas, australien. C'est clair. C'est ça. Donc au final, si c'était à refaire, ni Emerging Market ni World. Et comme je t'ai dit, j'ai aussi changé d'avis sur le Nasdaq. Donc si c'était à refaire ma répartition ETF, je ferais peut-être soit du 50-50 S&P 500 Nasdaq, soit du 80-20 S&P 500 Nasdaq. Je pense que c'est tout à fait quelque chose que je pourrais faire aujourd'hui. Voilà. Mais de toute Ok. manière, j'achète plus d'ETF, mais ça, on pourra en reparler dans la partie 2 de ce podcast. Enfin, regardez, juste pour rebondir sur ce que tu disais, la performance du FTSE anglais depuis 2000 à aujourd'hui, 30%. Ah, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Et le SMI, l'indice suisse? Et justement, le SMI, je regardais juste avant, Je crois que on c'est ça, prend c'est des années Swiss 2000. Market Index SMI. Ouais, c'est SMI, c'est SMI. Yes. Hop, depuis 2000, on est à 50%. Bon, après ça, Ah c'est ouais, de c'est la rien merde, du mais tout. parce que ça s'explique parce que le SMI, enfin l'indice suisse, c'est rempli d'indices, enfin d'actions ultra défensives. Tu sais, Ouais, t'as La beaucoup de Roche, banques, t'as beaucoup de trucs. Nestlé, etc. Enfin, c'est des entreprises ultra matures, donc et puis c'est un petit pays, donc forcément. Mais c'est vrai que putain, C'est même ça. l'Angleterre, qui était fut un temps un pays industriel et tout, c'est chaud, hein. Mm. Et fais voir notre 440 national. Bon là, vous avez on refait le point vite fait. Je prends toujours des années 2000 parce que c'est là, ouais, 30%. Ouais, comme le FTSE, quoi. Donc grosso modo, alors que le S&P 500, tu le prends depuis 2000, il a dû te faire quoi, 200% peut-être? Ouais, en fait, Plus? après, en 2000, il y a eu la bulle, donc c'est un peu, tu sais, ça fausse un peu. Ouais, donc on va prendre du 12 novembre, non, du 10 mars 2000. Ouais, il a fait que 316%. Ouais, donc c'est-à-dire 10 fois plus que la France, 10 fois plus que l'Angleterre, et à peu près 6 fois plus que la Suisse, Ah, quoi. c'est impressionnant. Il y a tellement un gap. Mais en même temps, Bon, c'est normal. C'est normal. T'as juste à poser le truc sur le papier. Où sont les entreprises tech qui ont drivé toute la croissance sur les 20 dernières années? T'en as pas une qui est hors oui, non, des mais puis, États-Unis. puis même niveau industriel, ils sont au-dessus, niveau bancaire, ils sont au-dessus. Enfin, tu compares BNP à JP Morgan, tu compares Renault à Ford, tu vois, enfin, tu compares Total à Exxon, Chevron et tout.
Bon, tu vois, c'est incomparable. Je te propose qu'on parle du fameux, de la Cas fameuse Amundi. entreprise, le cas Amundi, ouais. Bah écoute, vas-y, je te laisse Bon, embrayer. je vais commencer, mais de toute façon, tu me couperas pour un peu dire aussi ton avis, hein. Donc, le cas Amundi. Alors, personnellement, j'ai rien contre Amundi. Je n'en suis pas actionnaire. Je vais pas la shorter non plus, hein. Je vais pas la vendre à découvert. Vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que on fait ce podcast. Mais le 23 septembre 2023, tout a changé. Et oui, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Ma vision sur l'émetteur a changé. Parce que quelque chose de pas normal est arrivé. Amundi nous précise sur leur site que l'indice de référence change et les frais de gestion sont de 0,30%, alors que normalement c'était quand même beaucoup moins élevé. L'ancien indice, alors 0,25. là je prends l'exemple, ouais, Ouais, là je prends l'exemple pour le Nasdaq par exemple, tu vois, ok. mais l'ancien indice Nasdaq 100 Index passe à un nouvel indice qui va être le Solactive ISS, ESG, US Tech, bref, un truc ESG. Ça va être un Nasdaq 100 Light ESG, tout simplement. Le gros problème, c'est que l'on n'a jamais été prévenu de tout ça. Même si fondamentalement, je vais pas cracher, si je vais cracher sur le ESG. Mais en gros, le gros problème, c'est que l'on n'a jamais été prévenu de tout ça. Ni par Amundi, ni par Bourse Direct, même pas un mail, tu vois. Moi, j'ai vraiment rien reçu. Alors pourtant, je les regarde régulièrement. Je suis au taquet sur les mails. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite que mes ETF sont passés en mes ETF sont passés en ESG. Enfin, en tout cas, l'indice de référence, c'est de l'ESG. Bah, pourquoi? Bah, parce que je suis mes positions, hein, donc je vous encourage à faire de même. Et même si ma performance n'a pas changé, pour autant, les frais sont quand même supérieurs. Et forcément, bah, comme on l'a dit juste avant, plus les frais sont hauts, plus sur le long terme, ça peut venir vraiment grignoter et voire carrément rogner votre marge, enfin votre performance sur le long terme. Donc là, on peut se rendre compte, bah, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que l'ESG, ça serait pas plutôt l'arnaque du siècle? Est-ce que Ouais, effectivement, non mais tu veux un peu présenter pour faire ce que tu as pour dit, Amundi? donc moi alors, j'avais tous mes ETF chez Amundi. Moi j'avais le World, j'avais le Emerging Market et j'avais mon S&P 500 chez Amundi en septembre 2023. Et là j'écoutais un podcast de l'Observateur. Pour ceux qui connaissent, si vous connaissez l'Observateur, j'écoutais un podcast sur son Patreon où il parlait d'investissement justement. Je crois qu'il faisait une FAQ sur l'investissement. Tu vois, des gens qui lui posaient des questions. Et là, à un moment, t'as un mec qui pose une question qui dit ouais, qu'est-ce que tu penses du changement des ETF d'Amundi vers des indices ESG? Tu fais hein? C'est quoi ce délire? Ouais, j'ai des ETF Amundi, moi, c'est quoi ce délire? Hop, petite recherche Google, changement ETF Amundi ESG, je tombe sur un post du forum Finery, et je vois le mec qui commence à donner la liste de tous les indices qui vont changer, et je vois le PE 500, le PAEEM, je me fais oh là là, c'est quoi ce délire? Du coup, je vais sur le site de Amundi, et je vois sur la page des ETF une toute petite astérix, mais vraiment écrit en tout petit en italique, sur le site Oui, c'est officiel vrai. d'Amundi, hein, avec marqué à compter du 23, je crois que c'était ça, c'était le 23 septembre 2023. Moi, j'ai Ouais, dû c'est regarder ça. ça, c'était début septembre. À compter du 23 septembre 2023, nos ETF vont changer d'indice, machin, et les frais de gestion vont être augmentés, blablabla. Bla, bla, bla. Je fais, mais attends, c'est une blague? J'ai pas signé pour ça, moi. Donc, C'est déjà, clair. t'achètes un ETF, tu te dis, j'achète un indice, j'achète des frais de gestion, l'indice de référence peut être modifié à tout moment. C'est quoi ce délire? Tu vois, Moi, ça me dérange pas. c'est quoi ce Moi, ça me délire? dérange pas que ça soit modifié, mais par contre, tu as l'obligation de prévenir Mais par moi, tous ça les me moyens dérange que possibles, ce hein. soit modifié. Imagine, heureusement qu'on est sur le PEA, imagine t'avais acheté ces ETF sur ton compte titre, t'apprends qu'il bascule en ESG, tu veux pas d'un ETF ESG, t'as fait de Ça la te nique. plus-value dessus, ça veut dire que soit tu le gardes et tu te retrouves avec un ETF dont t'avais pas envie, et potentiellement t'avais mis tout ton patrimoine dessus, soit t'es obligé de le vendre et de taper la putain de taxe sur les plus-values à 30% si tu veux switcher sur un ETF qui est pas ESG. C'est une énorme blague. Je suis Oui, désolé. C'est une ouais, mais énorme en fait, moi, blague.
moi, ça me dérange pas dans le sens où, en fait, t'es pas propriétaire. Tu vois, c'est Mais Amundi qui non, est mais en propriétaire fait, de c'est ça. exactement ça la morale de l'histoire. Quand t'achètes un ETF, t'es pas propriétaire. T'es pas C'est propriétaire pas parce que propriétaire. même si t'as un petit bout de papier qui te dit Monsieur Untel possède tant de parts du fonds, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent te modifier l'indice de référence. T'achètes un ETF Nasdaq, demain ils peuvent te le passer sur un, bah, comme tu l'as dit, sur un Solactive One. Et t'as C'est absolument clair. aucun mot à dire. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que t'as même pas une lettre, même pas un courrier, même pas un mail pour te Mmh. prévenir, alors que t'es actionnaire du fonds. Mais c'est surtout qu'en plus, enfin, pour ce genre de choses qui est quand même très important, hein, on parle pas, nous, on n'a pas forcément un patrimoine à 1 million d'euros. Mais t'imagines ceux qui ont 1, 2, 3 millions sur du S&P 500, c'est pas du tout les mêmes frais pour eux. Tu vois, Mais c'est tu clair, prends t'imagines, t'avais 0,30% mis... sur un patrimoine comme ça, c'est Mais bien énorme, sûr. c'est énorme. Et moi, excuse-moi, mais un mail, c'est vraiment le minimum du minimum. Normalement, puis bon, ils sont pas en dèche non plus, à Mundi. Normalement, c'est une lettre, même une lettre accusé-réception, parce que tu es quand même propriétaire du fonds. Tu vois, tu es quand même copropriétaire du fonds. Donc, excuse-moi, quand enfin, tes assemblées générales, quand tu es actionnaire je suis actionnaire de LVMH, bah, je reçois une lettre comme quoi, voilà, je peux aller à l'assemblée générale, etc. Tu vois, parce que tu es propriétaire. Excuse-moi, enfin, je suis quand même propriétaire du fonds. J'ai droit à être mis au courant de façon euh, à long terme, enfin, ouais, d'être prévenu avant. Là, c'est arrivé d'un coup. Honnêtement, c'est scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. Et heureusement que c'était sur le PEA. Parce que comme tu dis, imagine, t'avais 3 millions sur un ETF Amundi sur ton compte titre. 3 millions, mettons, t'avais investi 1 million, t'as 2 millions de plus-value. Tu veux pas de SG, t'es obligé de te taper 30% de flat tax sur tes 2 millions de plus-value. Ça fait 600 000 balles que t'es obligé de payer parce que Amundi veut te changer ton indice de référence. Mm. Ou C'est alors clair. tu gardes l'indice et tu la fermes. Mais ça sera au choix de chacun, effectivement. Mm. Mais toujours est-il que, pour moi, c'est un vol pur et dur. Ça veut juste dire que t'es pas propriétaire et que ce que t'achètes aujourd'hui, si tu l'achètes avec un horizon de long terme de 10, 20, 30 ans et que tu veux préparer ta retraite avec, il y a absolument rien qui te dit que du moment où tu l'achètes jusqu'au moment de ta retraite, il n'y a pas un truc qui va partir en couille, tu vois. Et C'est si clair. t'as misé toutes tes économies de toute une vie sur un ETF spécifique parce que t'avais des convictions dans cet indice et que du jour au lendemain on te le change et que t'es même pas prévenu, y a un petit problème, je pense. Ah, moi, franchement, je trouve ça scandaleux. Et encore là, Enfin, c'est entre guillemets un petit changement, tu vois. C'est juste un filtre ESG sur l'ETF. Alors avec toutes les implications philosophiques et anti-libérales et surtout anti-free market, donc anti-marché libre que ça implique. ouais. Mais c'est entre guillemets un petit changement. Imagine demain, j'en sais rien, moi, t'as un contrôle des capitaux qui se fait en Europe. Parce que l'Europe est dans la dèche, t'as un contrôle des capitaux qui se fait, ils te disent, à partir de maintenant, tous les ETF S&P 500, c'est terminado, ils basculent en stock 600. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, et puis c'est surtout que le SG, c'est toute une philosophie. Alors, on n'a pas défini ce que c'était forcément le SG. Je pense que les gens le savent. Ouais, ouais, Ouais. si tu veux le définir rapidement. Bah, en gros, le ESG, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on en parle, mais c'est l'acronyme pour dire environnemental, social et gouvernance. Donc ça va être beaucoup de critères. Alors des critères pas forcément objectifs, hein, c'est pas du quantitatif, loin de là. Ça va être du cabinet de conseil, ça va être des auditeurs qui vont fixer les notes ESG. Là aussi, on peut se poser beaucoup de questions sur vraiment la fiabilité de ces conseils-là, parce qu'il faut pas oublier que les entreprises payent pour avoir une notation, donc du moment que tu payes, t'as pas envie d'en avoir une mauvaise, tu vois. Donc, ça va être des critères qui vont évaluer la durabilité et l'impact éthique d'une entreprise, donc la manière dont elle gère ses ressources naturelles, les conditions de travail, si ouais, l'engagement de l'entreprise envers les communautés locales et son impact social global, y compris des droits de l'homme et des contributions sociales. Bon là on est d'accord, ça rapporte pas beaucoup d'argent aux entreprises, bien au contraire. Mais moi c'est surtout que le problème de l'ESG, euh, on le voit,
Il y a qu'à lire les rapports annuels maintenant. Tu prends celui d'Hermès et de Total notamment, c'est ceux qui m'ont le plus impressionné. C'est du greenwashing, mais à tout va. Ça alourdit les rapports annuels pour rien du tout. Et Tu ça vois, coûte tu prends une le rapport fortune aux annuel, entreprises pour rien du tout, bien surtout. sûr. Tu prends le rapport annuel d'évolution AB, il est clair, il est simple, il est rapide et efficace. Bon, en même temps, il cache aucune case de l'ESG. Mais tu vois, il fait Ouais, ils 109 doivent avoir pages. 50 T'as pages. bah, il fait une centaine de pages, mais à la fin des 100 pages, tu connais par cœur la société. Moi, j'en ai rien à faire que la société, je sais pas, elle a mis du vert derrière son logo parce que elle veut, voilà, c'est de l'environnement. En fait, je m'en tape. Tu vois, genre, va droit au but, tu vois. Et beaucoup d'entreprises se cachent derrière l'ESG pour cacher en fait leur véritable business, comme Total, qui est à fond dans l'ESG. Excuse-moi, Total, tu produis des hydrocarbures. Tu vois. Il y a 200 pages dans ton rapport annuel sur l'écologie et la diversité. Tu produis du pétrole. Tu vois. Donc là, j'ai un peu du mal à comprendre. Et il y Ouais, a des puis choses comme quand... aussi. voilà. Ouais, juste pour finir, tu vois, ExxonMobil. Alors, ExxonMobil, on est bien d'accord, on est loin de l'entreprise qui plante des arbres, tu vois. C'est une des plus grosses sociétés pétrolières du monde, quasiment 3 fois la capitalisation boursière de Total Energy. Bon, bah, figurez-vous qu'elle est dans l'ETF S&P 500 ESG, qui est proposé par Amundi. Alors que Là, tu Tesla peux te n'y est poser des pas, questions. alors que Tesla fait des voitures électriques, hein, pour vous rappeler aussi. Mais t'as pareil, mais t'as pareil. Euh, pour moi, en fait, l'ESG, c'est un business. C'est tout. Tu vois, tout C'est un simplement. business qui n'a Le SG, c'est absolument un aucun intérêt, si ce n'est enrichir les cabinets de conseil et handicaper des entreprises qui doivent se plier en quatre absolument, pour respecter toutes ces réglementations. absolument, absolument. Donc voilà, c'était mon petit tour sur le SG pour vous le présenter et mon désaccord mais total sur le SG. Pour moi, il n'y a Voilà. absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Et puis encore une fois, dites-vous bien qu'on est dans l'Union européenne. C'est pas pour rien que dans l'Union européenne, vous ne pouvez acheter que des ETF avec la petite mention UCITS. C'est des ETF qui sont compliant avec les normes européennes. Et si aujourd'hui vous achetez des ETF avec un horizon long terme 10, 20, 30 ans, il n'y a absolument rien qui vous garantit que dans 5 ans, il n'y ait pas une nouvelle norme UCITS qui sorte avec par exemple l'obligation d'imposer des filtres ESG sur tous les ETF de l'Union européenne. Dans ces cas-là, votre ETF va automatiquement changer en ESG, vous aurez aucun mot à dire. Ou faire en sorte que les normes UCITS, maintenant, tous les ETF avec la norme UCITS ne peuvent investir que dans des indices européens. Ça peut être tout à fait un cas envisageable de contrôle des capitaux qui serait mis en Europe, parce que l'Europe est dans la dèche, parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ils vont renflouer les entreprises européennes, et du coup, du jour au lendemain, votre indice S&P 500 ou Nasdaq, il va basculer sur un Eurostock 600 ou un Tech Europe, et vous pourrez rien faire. Vous pourrez rien faire. Absolument. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Donc Voilà. vous n'êtes pas propriétaire réellement de Non. votre ETF. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est l'ETF, c'est la facilité, mais ce n'est pas forcément la tranquillité sur le long terme. Voilà, donc la Loin de là. moralité, il faut que vous suivez vos actions, mais aussi vos ETF, hein. Rien n'est Hmm. anodin. Les choses peuvent changer très vite. Et comme on vient de vous le prouver, vous pouvez ne pas forcément en être informé. Donc c'est à vous, nos chers auditeurs, de vraiment faire attention à votre fric. Voilà, Tout pour le à dire fait. Et familièrement. juste pour conclure sur tout ça, moi je vais juste dire qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup plus de confiance en achetant du Apple, du Applied Materials ou du LVMH ou du Evolution avec, tu vois, des entreprises que je connais entre guillemets, j'ai lu les rapports, je connais le management, je sais qui gère l'entreprise, que en achetant un ETF qui est géré de manière complètement opaque. En plus, si c'est un ETF synthétique, alors là, les gars, bon, ça va être un sujet pour le prochain podcast, mais même si sur le papier, tu vois, il n'y a pas de risque avec les ETF synthétiques, Ouais, philosophiquement, ça pose quand même des questions. Tu vois. c'est clair. Et voilà, vos ETF qui dépendent non seulement d'un gestionnaire qui émet l'ETF, en l'occurrence de Amundi, qui peut à tout moment péter un câble et changer les indices de ses ETF sans prévenir personne, qui dépend aussi des réglementations européennes avec les normes UCITS, qui peut tout à fait péter un câble dans 5 ans et dire, voilà, comme les exemples que je vous ai donnés,
ou tout simplement les frais de gestion qui peuvent augmenter, comme ça a été le cas aussi sur les ETF Amundi. C'est pas forcément un changement d'indice, ils peuvent juste vous augmenter les frais de gestion sans que vous ayez votre mot à dire. Donc voilà, si vous les achetez sur le PEA, j'ai envie de dire, c'est grave, mais ça va, parce que juste vous le vendez, vous réallouez le capital ailleurs, vous avez pas de taxe sur les plus-values, vous en foutez. Vous achetez ça sur le compte titre, vous devez payer les 30%. Si vous aviez un gros capital et des grosses plus-values, ça pique, hein, ça pique. Donc voilà. Voilà. Et on garde la dernière partie pour le prochain podcast, pour la semaine prochaine, du coup. Ça va être sympa. Est-ce qu'on leur fait un petit teasing sur ce qui va arriver très prochainement dans la chaîne ou pas? C'est-à-dire? L'arrivée de plusieurs épisodes en chaîne sur un Oui. sujet bien particulier. Oui, effectivement. Est-ce que tu veux en dire Voilà. un peu Eh ben plus? écoutez, moi je vais pas en dire beaucoup parce que j'ai pas envie de spoiler. Avec Hugo, on va vous prévoir beaucoup d'épisodes sur un sujet bien particulier qu'on travaille tous les jours un peu plus, beaucoup plus pour Hugo, mais que je travaille énormément aussi. Mettez-nous en commentaire, voilà, dites-nous selon vous quel quel sujet on va parler, de quel sujet on va de, ah, ouf. De quel sujet va-t-on parler pendant beaucoup d'épisodes? Parce que je pense Au moins même que, 3. alors c'est pas, au moins 3 minimum, parce qu'encore hier on s'est appelé, souviens-toi, on a dit ok, mais ça on peut en faire un épisode entier en fait. Sur une économie bien particulière, je vous laisse deviner laquelle. C'est franchement, alors ça va être des beaux épisodes, faut qu'on les tourne, on les a pas encore tournés, mais ça demande beaucoup de travail, donc on vous promet plein de belles choses par la suite et j'espère que vous serez au rendez-vous avec nous. Moi, je dirais juste un petit indice. C'est orange. C'est orange? C'est orange. C'est orange. Le sujet est orange. Voilà. Et ben voilà, les amis, on arrive à la fin de l'épisode, cette première partie sur les ETF. Donc on va continuer la semaine prochaine sur la deuxième partie sur les ETF, où on va vous expliquer un peu quelle est notre opinion et notre vision aujourd'hui par rapport aux ETF. Et on aura plein de sujets à aborder, hein. Les ETF sectoriels, les ETF Gold, les ETF Bitcoin, les ETF synthétiques, toutes ces choses-là, les ETF leviers. Il y a plein de choses qu'on va aborder la semaine prochaine. Restez avec nous. Et Jean. Alors bah oui, avant de partir, un petit rappel, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur Fountain App, écoutez et gagnez du Bitcoin, et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez même nous en envoyer directement. Et bien sûr, on est présent sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et plein d'autres encore. N'hésitez pas à laisser un avis et une note 5 étoiles, ça nous aide énormément à faire connaître le cas Frontable. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Instagram. Également, abonnez-vous à nos chaînes YouTube respectives, donc J'invest et IQ Invest ou IQ Invest, pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et bien évidemment aussi nos pages Instagram, J'invest, IQ Invest. Et n'oubliez pas d'aller visiter le site www.iq-invest.fr. Vous y trouverez plein de ressources, la bibliothèque de l'investisseur, le centre d'aide pour l'application, pas mal de choses. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté le podcast le plus régulier. Et on vous donne rendez-vous du coup lundi prochain, lundi matin, à 8h. Merci à tous et à très vite. Merci à tous d'être là. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Ciao. Ciao.